Nous, on est ravis de vous accueillir ce soir dans la ville d'Adel Amara pour la sortie de son ouvrage Ville liée, qu'il présente ce soir en avant-première. Il la présente chez lui. C'est quelque chose d'important d'être dans cette ville qu'il connaît par cœur. Adel Amara, je pense qu'il y a énormément de monde qui connaissent également. Et compte tenu du monde qu'on a ici ce soir, dans cette journée aussi particulière, ça témoigne de l'attachement que vous avez pour lui et de l'attachement qu'il a aussi pour vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'ils sont très peu nombreux, pour résumer très rapidement et pas être très longue et lui laisser la parole, Adel s'est présenté en 2020, il est conseiller municipal aujourd'hui d'opposition, c'est le président de Villiers Avenir. C'est un mouvement citoyen qui est ancré à gauche. Il est conseiller municipal d'opposition face à un élu qui est lui de droite. Il est engagé depuis ses 16 ans, si je ne me trompe pas, sur les thèmes de la jeunesse, de la prévention, du lien social. Mais si tu peux le mettre, mets-le sur la table, je pense qu'on entendra mieux. C'est bizarre de le mettre sur la table, non? Là, je pense qu'on là comme ça. Là, vous entendez mieux? C'est mieux. Ok. Tout était prévu, hein. On fait exprès pour vous faire patienter. Je reprends depuis le début ou pas nécessairement? Non. Ok, on y va. Je disais donc qu'Adel, c'est une personne qui est engagée depuis ses 16 ans. C'est un militant de terrain. Il a organisé énormément d'événements culturels, populaires, des soirées d'échange et de débats pour mettre en avant les citoyens et les habitants de sa ville. Aujourd'hui, il déploie quelque chose d'important dans son ouvrage qui s'appelle Ville liée, parce qu'il est toujours lié aux autres. En 2024, il a été candidat aux élections législatives sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Il est arrivé au second tour avec un score qui a été important. Et aujourd'hui, il publie son premier essai, Une utopie municipale ancrée dans le réel, dans lequel il propose une vision municipale, écologique, sociale et participative. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de son ouvrage, moi j'ai envie qu'Adel nous parle un peu de lui, parce que je pense que quand on parle de soi, on donne aussi aux autres et on parle finalement aussi des autres. Tu es donc un enfant de Villiers-sur-Marne, comme je l'ai dit. Est-ce que tu peux nous parler de ton cadre familial et de ce dont tu rêvais quand tu étais petit? Quelle était ton utopie à toi, si je peux me permettre? Déjà, bonsoir à tous. Merci à tous d'avoir fait le déplacement malgré le contexte particulier, avec une grève qui n'était pas prévue, avec une mobilisation, et j'espère que tout le monde est parti manifester parce qu'on soutient la cause, et puis après tout le monde est venu à Villiers. Donc merci à vous. Merci à Fatou aussi de me faire l'honneur de me donner l'échange, parce que donc j'ai tenu à ce que ce soit Fatou, parce que c'est une amie, c'est une élue, c'est une journaliste, et puis elle a eu on va dire, on arrive à se comprendre. On se connaît depuis pas si longtemps que ça, mais très rapidement on a réussi à accrocher. Et puis, quand je lui ai demandé, voilà, il fallait qu'elle lise le livre avant. Et donc là, c'est la seule qui a lu le livre avant. Et voilà, donc en tout cas, je tenais à te remercier de t'être rendu disponible. Et malgré ton emploi du temps, parce qu'elle ne le dit pas, mais là, elle est en train de réaliser un film. Et donc, elle a poussé un peu les murs pour me faire l'honneur de venir. Et donc, merci encore. Pour ta question, franchement, en plus, c'est un exercice que je déteste faire et que je vais pas faire. Enfin, parler de moi, c'est pas. Je suis pas à l'aise en fait. Pourtant, voilà, il y a des gens de ma famille qui sont là et tout, mais alors, je vais répondre à la deuxième partie. Mon cas familial, moi, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu des parents merveilleux, une famille. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel vraiment dans ce que j'ai vécu, donc on va évacuer ce sujet. Non, mais vraiment, franchement, mais ouais, je suis un enfant de la ville et moi, naïvement, en tout cas, l'attachement que j'ai pour cette ville et ce que j'ai toujours voulu pour cette ville et ce dont je me suis toujours engagé pour cette ville,
c'est vraiment le côté de lien. C'est pour ça que le terme, là, quand on m'a dit, ouais, c'est toi qui as trouvé le titre, bah ouais. On a fait du rap, donc en vérité, notre ville, on a toujours réussi à faire des jeux de mots. Voilà, on prend notre ville, on a tous les jeux de mots possibles avec notre ville. Et c'est vrai que c'est un petit village, Villiers-sur-Marne, même si ça commence à grandir progressivement, c'est vraiment un petit village. On se connaît tous plus ou moins, et c'est des échanges moi, que j'ai encore avec des amis, c'est que, mine de rien, on s'apprécie tous globalement. Il n'y a pas de division, de grosse division dans la ville. Et moi, j'ai toujours rêvé de ce type de ville-là. Et c'est quelque chose qu'on commence à perdre, c'est qu'en fait, voilà, chacun se connaît, on connaît les parents, on connaît les frères et sœurs, il y a une bienveillance, il y a toujours quelqu'un qui veille sur l'autre. Et cet esprit de camaraderie, cet esprit de familial, pour le coup, bah, c'est quelque chose que j'apprécie étant plus jeune. Et c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre. Et c'est la ville, pour moi, la ville idéale. C'est une ville où les gens ils sont en lien, où les gens ils se connaissent plus fort, où les gens se côtoient et voilà, où les gens sont contents d'être ensemble, en fait, de vivre ensemble. Et c'est le terme vivre ensemble au sens propre du terme. C'est pas le terme un peu creux, voilà, quand on dit oui, le vivre ensemble. Non, mais c'est vraiment ça. C'est le fait de. Je me souviens qu'il y a un événement culturel, toute la ville se déplace, tout le monde est là, se concert. Enfin, je veux dire, c'est des souvenirs. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle la Saint-Jean, il y avait tout le monde. Toute catégorie sociale, toute catégorie ethnique, toute religion, enfin vraiment ce côté-là où on était liés par la ville. Et l'image même qu'on avait vis-à-vis de l'extérieur, c'était en fait, on est le village d'Axtérix, on est le village gaulois, et nous on peut avoir nos conflits entre nous, mais à l'extérieur on est soudés. C'était vraiment l'image qu'on avait, et c'est ça que j'ai envie de conserver, parce que c'est ce qui fait pour moi la fierté de notre ville. Et finalement, du coup, en étant lié à cette ville, lié à ses habitants, et quand on vient ici, on se rend bien compte que tu parles avec tout le monde, et on regarde avec les gens dans cette salle, il a déjà fait des pendant ta campagne. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à franchir un pas supplémentaire, passer du militantisme associatif finalement au militantisme politique? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Comment est-ce qu'on saute la marche supérieure? Alors pour sauter la marche supérieure, c'est très simple, je trouvais que la ville se perdait. Je trouve en vérité que la ville, elle se perd. Et quand on est dans l'associatif, on se heurte très rapidement à ce que j'appelle un plafond de verre, parce qu'à un moment donné, on fait face à des décideurs. Et plutôt que de perdre de l'énergie à essayer de convaincre les décideurs, mais de choses qui nous paraissent pour nous évidentes, mais c'est une perte de temps. Et à un moment donné, je me suis dit, toute cette énergie qu'on met pour convaincre les décideurs, bah, le mieux, c'est qu'on prenne la place des décideurs et qu'on gagne du temps et qu'on mettra en place la vision qu'on a de notre ville. Et encore une fois, maintenant, moi, j'ai une parole publique, c'est-à-dire que je m'exprime, on entend, ils peuvent me copier. Et d'ailleurs, je les invite toujours à chaque fois à reprendre mes idées, mais comme il dit Cynique, ils copient trop, on dirait nous, mais en nul. Ça veut dire que comme ils ne sont pas capables, bah, en fait, à un moment donné, on ne peut plus déléguer, c'est vraiment prendre ses responsabilités, en fait, on ne peut plus déléguer à des personnes qui sont en poste et qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction. C'est pour ça que je me suis dit, autant au début c'était timidement, parce que je me rappelle quand je me présente en 2020, c'était... Enfin, en fait, pour beaucoup, ça n'avait pas de sens. Enfin, tu te vois maire, c'était vraiment la question au début. Et là, maintenant, bah, depuis que je suis dans l'opposition, les gens ils voient, moi je côtoie aussi les élus, sans vouloir leur faire offense, mais je les regarde dans les yeux, ils ne sont pas du tout au niveau. Il y en a, ils ne travaillent pas les dossiers. Et je veux dire, ils ne sont vraiment pas meilleurs que nous. Et le niveau, il est très très bas. Donc là, il y a beaucoup moins de complexes. Et je le dis vraiment en toute humilité, c'est un propos, un discours que je ne tenais pas plus fort. C'est un propos... On m'entend ou pas? Ok. Comment? Non mais ceux du fond, vous nous entendez? Ouais, c'est bon. Ok. Donc je disais, moi j'ai plus de complexes. Et vraiment, et j'invite tout le monde vraiment à s'engager et de se dire, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Voilà, bah ça franchement c'est quelque chose que j'ai évacué, mais au contact des élus justement. Et j'invite vraiment tout le monde à être en contact avec ces élus pour voir à quel point on n'est pas moins bien qu'eux. Donc voilà comment on a fait le pas. Et il y a quand même un élément qui a été très déclencheur, c'est sur les rivalités interquartiers, où là on parlait de vie ou de mort. Et là en plus ça fait plaisir parce que je vois des gens du Haut-de-Nous et je vois des gens du Bois-l'Abbé, donc ça prouve que tout se passe bien. Et en fait quand on est intervenu sur cette question-là,
moi, naïvement, pour moi, c'était tellement une cause qui devait être consensuelle, tout le monde devait être autour de la table et tout le monde devait œuvrer en ce sens. Et maintenant, ils étaient dans des calculs, ils étaient dans des manipulations, ils n'étaient pas du tout à la hauteur. Et là, j'ai dit, en vérité, on peut plus être dirigé par des gens qui sont irresponsables au sens propre du terme. Donc, ça a été un déclic. Donc, tu l'as bien résumé, on brise le plafond de verre, si on peut dire ainsi, on oublie le syndrome de l'imposteur et on franchit le pas pour mener des actions concrètes. Et c'est ce qu'on ressent à la lecture de ton livre. Quelqu'un qui vient du terrain et qui garde les pieds sur terre. Dans ton introduction, tu dis « Cet essai entend aussi outiller celles et ceux qui veulent comprendre les marges de manœuvre d'une commune et le rôle qu'elle peut et qu'elle doit jouer en matière d'écologie, de culture, de sport, d'éducation, de sécurité, de logement, de santé ou de vie associative. Je revendique l'utopie parce qu'il faut un rêve pour nous guider, ancré dans le réel. Parce que ce projet s'appuie sur l'expérience, les faits, et il faut le réaliser. » C'est bien ce qu'on sent. Et tout à l'heure, tu parlais de cynique, c'est bien ça. Tu cites aussi Kerry James. Moi, j'adore ce livre, parce qu'il passe de Kerry James à Aimé Césaire, à Emmanuel Todd, c'est Adèle Amara. Et pourtant, la politique, il faut être sincère, elle ne le fait plus rêver. 26% des Français ont une confiance très faible envers les hommes politiques, d'après le dernier baromètre Cévipov. Toi-même, tu parles d'une utopie. Comment est-ce qu'on réalise cette utopie? Alors, pour être totalement précis, et comme il y a des amis de Choisy-le-Roi en plus, la phrase, parce que dans la chanson, je dis à Kerry James, il y a Rof et des moines, mais la phrase, elle est des moines. C'est faire de son rêve une réalité, dans la chanson L'amour. Et ouais, j'introduis dessus parce que, même quand j'en parlais à mes amis autour, ouais, donc le titre, ça va être une utopie municipale ancrée dans le réel. On me dit, ouais, mais utopie, justement, c'est que tu proposes quelque chose d'irréaliste, on va dire que t'es pas... En fait, voilà, t'es dans ta bulle. Et en vrai, pour moi, une utopie, c'est un horizon qu'on peut réaliser. Et l'enjeu de cet ouvrage, c'est de gagner la bataille du pragmatisme. Parce que souvent, on dit que la gauche, elle est idéaliste, elle est angélique, et que la droite, c'est pragmatique. Et vraiment, je prends tous les chapitres. Alors, je vais brièvement. Le premier chapitre, c'est l'écologie. Deuxième chapitre, c'est la culture. Troisième chapitre, c'est sur l'éducation. Quatrième chapitre, c'est sur la sécurité. Cinquième chapitre, c'est sur la solidarité. Et bon, vous en doutez, il y a des sous-chapitres. Mais moi, j'aborde tous les sujets. Et c'est eux, les idéalistes avec un mauvais rêve. Mais c'est eux qui sont dans... Enfin, en fait, qui sont dans l'irréel, ils sont dans le faux. Nous, moi, c'est très concret. C'est-à-dire que tout ça appuyé d'études et je cherche l'efficacité. C'est-à-dire que j'ai mon idée, mais je ne fais pas d'idéologie. J'essaie de trouver le chemin pour atteindre nos objectifs. J'ai perdu le fil de la question. Donc c'était... oui, ce livre-là, le but, c'est d'outiller, c'est qu'en fait, initialement, moi, quand je prépare ma campagne en 2020, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes. Je pense notamment à Kadour de Fresnes et Brahim d'Orly, où donc je les avais sollicités pour qu'ils puissent m'expliquer comment eux, ils avaient fait leur campagne, parce qu'ils avaient déjà fait des campagnes précédentes. Et ils m'ont fait gagner 2 élections. Mais vraiment, le béaba, c'est comment faire un programme. On est là, on est motivé, les citoyens, mais comment faire un programme? Je viens, donc je veux dire, c'est du concret. Et je me souviens qu'Kadour, il me dit, faire un programme, c'est tu prends un problème, tu trouves une solution. Et les problèmes les plus bénins du monde, mais tu sélectionnes tous les problèmes et c'est essayer de trouver une solution. C'est être concret. Et quand je regardais les programmes précédents, notamment des partis, franchement, pour moi, c'est des incantations. Faire plus avec moins. Plus de sécurité. Plus d'espace vert. Mais ça ne veut rien dire. Enfin, on est d'accord, ok. Ouais. Qui va dire moins de sécurité? Levez la main. Personne. Pourtant, on est à gauche, je pense. Donc, et je voyais qu'en vérité, on n'allait pas au bout des choses et toute mon expérience m'a permis d'emmagasiner, on va dire, une méthodologie, une façon de faire. Et je me suis dit, je vais essayer de faire partager cette réflexion à d'autres personnes qui vont peut-être aussi s'engager dans leur ville. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'en réalité, on a globalement la même ambition pour nos villes. Et ça peut servir, à mon sens, en tout cas ce travail, il peut servir à plein de personnes qui veulent s'engager et qui veulent une ville telle qu'on la veut en général dans les villes
d'une banlieue, d'une grosse métropole. Donc ça peut être la banlieue parisienne, la banlieue lyonnaise, rennaise, etc. Donc voilà. Effectivement, tu parles de ton expérience personnelle, de ton expérience locale, et dans une visée qui est plus universelle, qui parle à d'autres villes. Et on peut prendre aussi des exemples concrets. Tu le disais, dans le chapitre sur l'écologie, tu as pas mal d'exemples. Tu aurais plus le fait que ce soit l'écologie soit une affaire qui est réservée entre guillemets à des bobos ou à une élite. Au contraire, l'écologie, elle est populaire. Tu donnes des exemples notamment sur les logements. Tu vas encore plus loin que la loi SRU qui prévoit 20 à 25% de logements sociaux. Toi, tu passes à 35%. Tu penses aussi refaire, plutôt que de détruire les logements, plutôt en faire de petits espaces. Tu as aussi un programme sur la cantine avec une part de bio, avec une cantine qui est plus ouverte. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner justement les solutions concrètes que tu développes dans cette partie sur l'écologie? Alors, déjà, c'est vrai que l'écologie, pour beaucoup, c'est un truc de bobo, c'est un truc de scientifique. Alors qu'en vérité, la crise écologique, et souvent, à chaque fois, quand je parle d'écologie, je dis c'est pas pour faire le mythomane, et j'enchaîne. Parce que tellement, dans l'esprit de tout le monde, c'est pas pour nous, tu vois. Nous, parler d'écologie, en fait, quoique maintenant que je suis en trottinette, je suis un peu plus crédible. Mais, non, mais c'est vrai. Mais en vrai, les gens, allez, sérieux, l'écologie. Mais en vérité, ouais, l'écologie, ça nous concerne. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'expliquer avec pédagogie ce qu'est la crise écologique et en quoi déjà ne pas la réduire justement à l'environnement. Donc voilà, il y a 3 leviers. Il y a ce qu'on appelle l'écologie environnementale, où là l'idée c'est non pas de... Alia, je fais de balance, hein. T'es filmé. Hein. Donc alors l'écologie environnementale, où là on n'est pas dans la protection de l'environnement, mais l'idée de réparer l'environnement. Il y a l'écologie sociale, c'est-à-dire que penser l'écologie, en fait, sans remettre en question le capitalisme, mais c'est un non-sens. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est l'idée de produire de façon infinie, alors qu'on sait que les ressources sur Terre, elles sont finies. Donc c'est vraiment un non-sens. Donc on ne peut pas penser l'écologie sans penser le capitalisme. Et derrière, il y a l'écologie mentale, parce que souvent, il y en a qui disent, en gros, ils voient que... Et d'ailleurs, c'est là où la droite, elle arrive à rentrer dans le narratif. Vous voyez, quand elle parle d'écologie cognitive, c'est maintenant comment on essaye à façonner les esprits pour que justement nos besoins, en vérité, ça devient naturel d'avoir des comportements écologiques. Pour que ce soit naturel de se dire, ah non, mais franchement, je vais plutôt prendre les transports que je vais prendre la voiture. Non, mais attends, l'alimentation, c'est plus pratique pour moi. J'ai plus accès à une alimentation saine et bio et de qualité qu'à une alimentation de mauvaise qualité qui produisent en plus derrière des effets néfastes sur la santé. Donc voilà, c'est un peu travaillé à ce niveau-là. Maintenant, sur les logements, alors le logement, je l'aborde sur la partie écologique, sur notamment la construction, mais je l'aborde aussi sur la partie solidarité, sur notamment la question de la demande des logements, qui est une question centrale dans toutes les villes. Et il y a un chiffre clé qui est important à faire valoir, c'est parce que pour beaucoup, le HLM, c'est un truc de cassos. C'est un truc de pauvre. Alors qu'en vérité, 76% des franciliens sont éligibles au logement social. C'est un chiffre, 3 personnes sur 4 est éligible au logement social. Et il y a un besoin. Et là encore, pas plus tard que tout à l'heure, regarde, je vais te montrer. Tu donnes pas les noms. Non, je donne pas le nom, je te montre. Pas les noms, hein. Regarde, il parle de logement. C'est-à-dire que les gens, ils nous envoient tous les jours des textos, oui, pour un logement, il n'y a pas moyen, tu connais pas quelqu'un, Vraiment, c'est une crise, c'est une demande. Et on produit moins. Malgré tout, on produit du privé qui est inaccessible. Et je pense qu'il faut qu'on regagne aussi cette bataille idéologique de se dire que non. Le logement social, c'est pas des grandes barres délabrées, de mauvaise qualité. Non, c'est un logement qui est accessible à la majorité. Donc c'est pour ça que moi, la loi SRU, elle pose un seuil minimum. Et nous, on reste sur le seuil minimum. C'est un seuil minimum. L'idée, c'était d'imposer, notamment en ville, comme Saint-Maur, qui est une des villes championnes du monde dans le Val-de-Marne, championne du monde du non-respect de cette loi. L'idée, c'est, non, le HLM, le logement social, c'est pas un truc de pauvre, entre guillemets, donc forcément négatif, premièrement. Et deuxièmement, on peut loger de façon accessible et en respectant la dignité des uns. Ça ne veut pas forcément dire aussi des logements insalubres. Donc voilà, moi, sur la question des logements, sur la question de l'alimentation, alors j'essaie de retracer brièvement un historique, c'est que dans les années 60,
il y avait la volonté et vraiment le besoin, en réalité, c'était l'apport calorique et de nourrir un maximum de gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, voilà, notamment dans les cantines scolaires, l'idée, c'était vraiment la priorité de nourrir, en vérité, parce qu'il y avait une crise sociale qui était très importante. Là, on a dépassé ce cap-là. Il y a la volonté et l'ambition de nourrir, mais je pense que maintenant, on est dans une démarche, et il faut être dans une démarche de mieux nourrir et réfléchir à cette question-là. Et je mets les pieds dans le plat. Il faut assumer aussi, parce que dans toutes nos idées, à chaque fois la question qui se pose, c'est le coût. Tout ce que je propose, c'est finançable. Il n'y a pas de problème là-dessus, en vérité. Comment on finance déjà, on sait qu'il faut réduire notre rapport en aliments incarnés. Donc, il faut réduire la viande. Pareil, il y a des dérogations. Il y en a, on leur impose la viande alors qu'ils ne veulent pas de viande. Peu importe les raisons. Et on assume que ce soit les raisons culturelles, cultuelles. Il y a des religions qui, voilà, des personnes pour des raisons religieuses qui ne souhaitent pas manger de la viande à la cantine, pour des raisons aussi de conviction. Il y en a, ils ne souhaitent pas manger de la viande pour raisons éthiques ou autres. Enfin, je veux dire, peu importe les raisons, l'idée, un service public, c'est de rendre service au public et de prendre son public tel qu'il est. Et tout est finançable. Et pareil, souvent pour les agriculteurs, l'extrême droite et la droite, ils sont ils ont beaucoup d'empathie pour les agriculteurs. Bah, si on respectait la loi Egalim, donc la loi qui impose un seul minimum de produits bio, bah, en vérité, c'est le meilleur financement qu'on peut apporter à nos agriculteurs locaux. Et donc, en vérité, des pistes, il y en a, des chemins, il y en a, c'est juste une question de volonté. Et c'est ça, à chaque fois, en tout cas, j'essaie de mettre en évidence dans le travail. Tu abordes aussi un autre point qui, déjà, c'est la culture. Tu consacres tout un chapitre. Et j'ai noté cette phrase: la culture ne relève pas du superflu, elle est un droit fondamental corollaire au principe de dignité humaine. Donc là, tu prends vraiment parti et tu imposes ce sujet. Est-ce que pour toi, c'est un droit aussi fondamental que le droit au logement, par exemple? Alors, à chaque fois, chaque début de chapitre, chaque thème, je prends un texte juridique pour dire que quelque part, c'est pas moi en vérité, c'est la République. C'est-à-dire sur l'écologie, je m'appuie sur la charte de l'environnement. Maintenant, on peut dire qu'elle va pas assez loin, mais ça a une portée constitutionnelle et elle pose un seul minimum. Et donc, à chaque fois, je m'appuie sur ce texte-là. Pareil sur la culture, je m'appuie sur la déclaration de Fribourg. C'est un corollaire justement du principe de dignité. Et donc, c'est des principes qui sont forts, justement pour défendre cette question-là. Et bah, pour moi, la culture, c'est vraiment un espace de liberté, c'est un espace d'émancipation, c'est un espace de réflexion. Et il faut prendre tout type de culture, peu importe en vérité la forme. Il y a déjà dans un premier temps la rendre accessible, ça c'est la première étape, ce qu'on appelle la démocratisation culturelle. Ça a été un mouvement qui a été impulsé notamment par Malraux. Mais là l'idée c'est d'aller un peu plus loin et de sauter à pieds joints sur la démocratie culturelle. Et donc non seulement on est dans de rendre accessible la culture, mais on est aussi dans l'idée d'encourager la participation et de respecter chaque type de culture. Le chapitre en entier, donc après il a fallu le raccourcir, mais c'était, il n'y a pas de culture noble, pas de culture populaire, une culture de tous, non, la culture de chacun pour tous. C'est vraiment, il y a la dimension aussi individuelle et encourager chacun à la pratique culturelle et à la rencontre, parce qu'encore une fois, in fine, l'idée c'est vraiment de créer cet espace de rencontre, ces échanges. Et je vais prendre un exemple, d'ailleurs je le prends dans le livre, l'exemple, dommage, si on monte un petit peu à Villers-sur-Marne, parce qu'on parle souvent on nous renvoie souvent à des équipements. Ah, moi, ce que je fais pour la culture, il y a une médiathèque. Non, mais littéralement, c'est ça. Hein. Dans toutes les villes, il y a une médiathèque. Hein. Mais ouais, il y a une médiathèque. Ouais, il y a un cinéma. Ouais, c'est bien. Mais nous, on a une place, elle est centrale. Autour, il y a 5 équipements culturels. Il y a une médiathèque, il y a une salle des fêtes, il y a un musée, il y a un cinéma, il y a un CMA, Centre municipal des arts. Et la place, au milieu, elle est morte. C'est un lieu de passage. C'est dire qu'en vérité, on doit l'incarner. Et il y a une politique volontariste, et c'est comment tu l'animes. Et en vérité, c'est aussi comment il y a ce travail de médiation culturelle, mais il y a aussi ce travail de comment en fait t'amènes les gens aussi à prendre place et à participer et à s'approprier tous les espaces culturels. Et moi, le postulat de base, c'est déjà l'espace public est un espace culturel.
Ça veut dire que la culture, elle peut s'exprimer dans les équipements, mais elle doit aussi s'exprimer à l'extérieur des équipements, et tout espace est un espace culturel. Je vais y arriver. Je vais poser une petite question. Vu toutes les références culturelles que tu mets dans ton ouvrage, à quoi va ressembler la musique d'accueil, par exemple de la mairie, si tu pouvais choisir une musique? Ceux qui me connaissent un peu, je pense qu'ils vont dire 94. Ça va être 94 déjà, c'est sûr, mais ça va être qui? Moi, franchement, moi je suis un pro-rof. Donc je sais pas quels sont. Il sera même invité. Mais. Là, il n'y a pas le choix. Franchement. En plus, sur la culture, je voulais trouver une phrase de Rof. Mais j'ai pas trouvé une phrase qui illustrait mon idée. Donc après, j'avais pris une phrase de Medine. Mais vraiment, j'ai réfléchi. J'étais là en mode, cette phrase-là peut coller. J'ai essayé de le citer, mais j'ai pas réussi. Et la phrase de Medine que tu as choisie, c'est la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, c'est nous le Grand Paris. Ouais, je pense qu'elle dit tout cette phrase. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Comment? Non, on le mettra après. Non, je pense que cette phrase-là, elle résume vraiment en tout cas l'état d'esprit et le mouvement de démocratie culturelle auquel je souscris. Il y a un autre chapitre très important qui est celui de la jeunesse. Miser sur la jeunesse, c'est miser sur l'avenir, c'est pas une formule creuse, bien au contraire. Et je m'adresse aussi beaucoup à l'éducateur spécialisé que tu as été, l'enseignant que tu es. Et tu dis, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Réinventer ce village dans la ville d'aujourd'hui, c'est construire des écosystèmes éducatifs où familles, écoles, associations, institutions et habitants coopèrent pour un objectif commun, le bien-être et la réussite de nos jeunes. Une politique éducative digne de ce nom naît de cette alliance entre responsabilité politique, confiance partagée et volonté d'agir dans la durée. Donc on sent que chacun doit prendre ses responsabilités. Et quand on dit la jeunesse, en réalité ce sont les jeunes, parce qu'il y a une diversité de jeunes. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat? Tu accuses les élus locaux de ne pas avoir assez d'ambition finalement pour la jeunesse. Ouais, franchement, totalement. Et la première des ambitions, mais elle est très minimaliste. Ce que je vais dire, ça peut paraître bateau, mais ce n'est vraiment pas appliqué. C'est les écouter. Et les écouter, ça sous-entend accepter de prendre le risque de se faire secouer, à l'oral, bien sûr. On ne se fait pas secouer physiquement. Mais vraiment de se faire secouer, de se faire chahuter, que les jeunes ils nous repoussent dans leur retranchement, parce qu'effectivement, ils ont des revendications. Et souvent, le seul moment où on va s'occuper des jeunes, c'est soit juste avant les élections, soit pour les instrumentaliser. Et ils le ressentent. Alors, le chapitre sur l'éducation, en vrai, je parle de l'enfance et de la jeunesse, mais sachant que mon postulat de base, c'est qu'on doit agir de la même façon, c'est juste une question de degré en termes d'autonomie. Mais en vérité, on doit se comporter de la même façon pour un enfant de 8 ans qu'un enfant de 15 ans, 16 ans. Et c'est vrai que c'est une catégorie, et même quand on en parle vraiment dans le débat public ou autre, c'est une catégorie une sous-catégorie qu'on veut soumettre à l'obéissance. Quand ils sont plus jeunes, ils n'ont pas le choix, donc ils appliquent. Et dès qu'ils grandissent, ils ont un peu une bouche, ils peuvent s'exprimer, donc soit ils sont un peu dans la contestation, dans la rébellion, ou soit ils obéissent, ou soit ils sont en rupture. Et je pense que vraiment, le b.a.-ba, mais pareil, moi, c'est d'intégrer le jeune comme des véritables partenaires. Mais pour de vrai. Là, si tu dis qu'est-ce que veulent les jeunes de la ville, je vais te dire directement, il faut leur demander en vrai. École, qu'est-ce qu'on leur demande? Nous, l'idée, c'est comment mettre en place des outils juste pour qu'ils puissent s'exprimer, et après, nous, derrière, ce sur quoi on s'engage. Parce qu'encore une fois, ils peuvent te donner la confiance une fois, mais si après, derrière, tu leur mets une fois à l'envers, mais ta confiance, elle est rompue depuis un moment. Enfin, pour un bon moment. Et moi, j'ai toujours été fasciné par le fait qu'à Villiers-sur-Marne,
Le maire actuel, il est là depuis 1995. Donc j'avais 8 ans. Il m'a donné mon dictionnaire quand j'étais en CM2. Et il a toujours été en rupture avec sa jeunesse. Et je me suis toujours dit, mais ça c'est... Enfin, moi, je le vivrais mal. Après, peut-être parce que je suis animateur autre, mais je le vivrais mal le fait que, en réalité, les jeunes, ils sont contre toi. C'est-à-dire ceux qui pensent l'avenir, ils sont d'être has-been, tu vois, des ringards. Et pour moi, une ville qui est en rupture avec sa jeunesse, c'est une ville qui commence à se perdre. Et c'est vrai que je suis très flatté par le fait que, globalement, la plupart des jeunes, on va dire, ils valident plus le travail que je fais que le travail que d'autres font. Et donc c'est vrai que ça, c'est un vrai sentiment de satisfaction. Maintenant, encore une fois, la question pourquoi les élus ne se mobilisent pas nécessairement à fond pour la jeunesse, c'est parce qu'ils sont mineurs. Des fois, c'est pas un réservoir de voix. Et malheureusement, on est dans le calcul très cynique. Et si les jeunes ne se mobilisent pas, bah derrière, ça ne veut pas dire que je le cautionne, mais c'est un fait. S'ils ne se mobilisent pas, derrière, ils ne vont pas être écoutés. Et moi, je le dis, et je leur dis toujours, par pragmatisme, moi, je crois en la mobilisation citoyenne parce que c'est ça qui va plus faire. C'est ça qui va plus effrayer et faire réagir le pouvoir politique. C'est-à-dire 50 jeunes qui se mobilisent, qui se mettent devant la mairie, qui disent tant qu'on n'a pas ça, on ne bouge pas, ça a beaucoup plus de poids, vraiment, hein, que d'être dans la violence. Maintenant, et je le dis, et c'est malheureux, mais des fois la violence, et dans toute l'histoire, ça ne veut pas dire que j'appelle à la violence, je préviens, je n'appelle pas à la violence, au contraire, je suis dans une démarche citoyenne, précise. Mais malheureusement, et c'est même irresponsable, c'est que quand les gens commencent à être violents, c'est là qu'on va commencer à les écouter. L'idée, si on veut être crédible, et si on veut apaiser les situations, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des violences pour réagir. Parce que si on attend qu'il y ait des violences pour réagir, bah, ça va inciter les autres à réagir, à être violents pour pousser les autres à réagir. Vous avez suivi ? Voilà. Et donc, moi, à chaque fois, je leur dis, c'est par pragmatisme, si vous voulez être écouté, vraiment, mais mobilisez-vous. C'est pas forcément que le vote, et le vote c'est une forme de mobilisation, donc il faut aller voter. Mais au-delà de ça, je dis n'importe quoi, vous avez besoin d'un truc précis, allez voir les décideurs, allez les mobiliser, allez les secouer, pas physiquement encore une fois. Donc voilà. Et tu le dis d'autant plus que tu es parvenu par rapport aux risques, aux rivalités qu'il pouvait y avoir avec cette ville et d'autres villes, mais ce qui est bien, c'est que tu précises qu'il ne faut pas être dans la caricature, à l'image d'un jeune qui pourrait tenir les murs ou galérer. Non, il y a plein de jeunes qui étudient, des jeunes qui entreprennent et qui vont loin en réalité. Moi, souvent, je leur dis, hein, et c'est pas pour flatter leur ego, mais ils sont meilleurs que nous. Et vraiment, ils sont plus au fait des sujets que nous à leur époque. Ils sont super forts. Et ils ont des compétences. Qu'est-ce qui nous filme là? C'est un adulte ou c'est un jeune? Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment des ressources. Et moi, je prends le temps vraiment de parler avec eux, avec différents jeunes. De toute façon, je parle avec tout le monde, je suis ouvert. Mais c'est vrai que moi, quand il y en a un, il est là dans la salle, il va se comprendre. Mais il vient, il me dit, non, mais Adel, ta DA là sur ton Instagram, c'est catastrophique. Il me dit, t'es vraiment un vieux, hein. T'es vraiment ringard, hein. Et là, je me dis, mon gars, faut que tu m'aides. Là, c'est toi la compétence. C'est à toi de m'aider, tu vois. Et il sourit parce qu'il sait que je parle de lui. Et donc, en vrai, vraiment, non, mais vraiment t'es dans le cinéma, t'es dans la réalisation. Les jeunes, ils sont pas dans le coup. Non, je te demande. Ils sont indispensables. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te parle sur l'IA. Parce que là, pareil, on va parler mais sur des sujets concrets, sur l'intelligence artificielle. Franchement, c'est eux qui nous apprennent. Et donc, moi, c'est de dire, de toute façon, on parle beaucoup d'éducation populaire. C'est l'apprentissage de tous, par tous, pour tous. Et il y a des sujets sur lesquels moi, je vais leur apporter. Et ils savent me trouver quand ils ont besoin sur certains sujets. Et d'autres sujets, c'est moi qui vais les solliciter. Donc, en vérité, il faut se prendre à égalité. Mais ça, c'est valable pour toute la vie, en vérité, à tous les niveaux. Sur un sujet, tu peux m'aider. Sur un autre, c'est moi qui vais t'aider. Je ne suis pas au-dessus de toi, tu n'es pas au-dessus de moi. C'est vraiment le b.a.-ba d'un cadre respectueux. Et avec eux, c'est la même chose. Et même sur la ville, franchement, quand tu vois les communications officielles des villes, franchement, tu as envie de leur dire, hey, t'as vu, écoute tes jeunes. Vraiment, écoute tes jeunes. Et après, pareil, nous, si on veut être audible avec eux, il faut être dans les espaces là où ils sont. Moi, je me souviens, je travaillais dans un service jeunesse, j'étais directeur d'un service jeunesse. À la bataille, quand on leur a dit on veut faire un Snap et un TikTok, ils ne voulaient pas. Mais comment vous voulez qu'on parle à un public? Faut aller. Si vous nous empêchez d'aller là où le public est.
Et après, pareil, il faut aller vers eux sur les démarches dehors de les murs, et qui s'approprient les espaces. Et encore une fois, moi j'insiste sur le fait qu'il faut être prêt à recevoir la critique. Parce que la critique, même si peut-être à premier abord elle ne va pas être constructive, elle est toujours constructive parce que en vérité c'est ceux qui sont le plus sincères. Ils ne sont pas dans le calcul mesquin, dans le calcul de je veux gratter quelque chose, je veux gratter un poste. Et ils sont souvent très très pertinents. Donc voilà. On surveillera les retours issus de cette soirée. On va maintenant aborder un sujet qui est celui de la sécurité. Tu le disais toi-même tout à l'heure en introduction, la sécurité ce n'est pas un gros mot pour les personnes ancrées à gauche et non plus ne pas faire preuve d'angélisme. Toi tu y consacres un chapitre et tu y vas clairement, sans les caricatures mais sans te voiler la face. Et tu en veux aussi, je reprends cette phrase que tu mets dans ton ouvrage. Excusez-moi, juste, au fond, en fait, ça fait beaucoup trop de bruit. Si... C'est bon? Excuse-moi, je t'en prie. C'était l'introduction en fait de la sécurité, c'est pour ça. C'est bon? C'est bon? On peut retenir cette phrase, ce qui fait la tranquillité d'une ville, c'est la qualité du lien entre ses habitants, ses institutions et ses élus. C'est la confiance. Cette sécurité suppose de sortir d'une logique strictement répressive pour bâtir une stratégie de coopération. Et donc là, tu abordes les rodéos urbains, le trafic de stupéfiants, l'usage des caméras de surveillance, les phénomènes de radicalisation au sens large. Tu mets les pieds dans le plat et ça fait du bien. Concrètement, comment est-ce qu'on peut transformer un problème de sécurité en levier éducatif, sachant qu'en réalité, ça reste quand même une compétence qui doit en réalité être faite au niveau national, au niveau de l'État. Ouais, donc le sujet de la sécurité, c'est un sujet sur lequel on est tout le temps attendu, alors qu'on n'est pas en responsabilité. C'est un sujet qu'on a, en tout cas dans le débat politico-médiatique, laissé à la droite. Et tellement on leur a laissé, eux-mêmes ils pensent qu'ils sont bons en sécurité. Et moi, mon postulat, vraiment, je commence comme ça, c'est de faire le bilan des politiques de la droite. Là, on est à Villiers-sur-Marne. Si vous regardez sur Internet, la gare de Villiers-sur-Marne, elle a fait la une de beaucoup de journaux parce que c'est une des gares les plus rapaces du secteur. Pourtant, mon maire, il est là depuis 1995. Il a bâti sa stature sur « moi, c'est la sécurité ». Pourtant, il est en constat d'échec. Et ça, il faut lui dire. Et ce maire-là, mais comme tous les maires de droite, parce qu'en vérité, toutes les politiques de droite, elles ont été appliquées depuis que je suis petit. Voilà, et avec le plus illustre des ministres de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Parce qu'après, en vrai, c'est tous des Sarkozy en moins cher, en vérité. Vraiment, ils ont tous Valls, Retailleau, tous, Darmanin, en vérité, ils essaient de faire comme lui, bref. Et donc déjà, la base, c'est d'assumer les choses et de poser un constat. Les politiques de droite, c'est des échecs. Maintenant, le pari de plus de police égale à plus de sécurité, c'est un pari erroné. Factuellement, c'est faux. J'explique après donc, la tendance nationale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'effectifs, qu'il y a beaucoup moins de financement de façon en service public, donc il y a une réduction des moyens de l'État, et qui se répercute dans les villes. Maintenant, un maire, à mon sens, il est là pour... Il a deux niveaux. Il a le levier, on va dire, national, où il est là pour mener un combat politique et pour essayer de faire infléchir les politiques nationales, mais il a aussi un levier où il doit agir concrètement en tant que premier magistrat de la ville. La ville, elle a, sur la sécurité, en termes de marge de manœuvre, elle a vraiment, on va dire, trois dispositifs à sa portée, c'est-à-dire une police municipale, recruter des médiateurs ou s'équiper de caméras de vidéoprotection. J'aborde les trois sujets. Sur la police municipale, alors pareil, armée par armée, je le dis et j'explique un peu dans le livre, pourquoi en tout cas moi dans un contexte en plus villiérain où la première policière municipale à avoir été tuée en service, c'est à Villiers-sur-Marne, Aurélie Fouquet, qui est décédée il y a 15 ans, et on rend hommage à son combat, voilà, à sa fonction, à ce qu'elle a voulu mener dans le cadre de sa mission.
à ses collègues aussi et à sa famille. Et donc c'est délicat en tout cas, surtout avec le contexte terroriste depuis les années 2015, moi en tout cas c'est ça qui m'a convaincu, c'est quand des policiers m'ont dit mais en vérité, s'il y a des terroristes qui viennent, ils voient l'uniforme police, ils ne font pas la distinction entre quel type de police, nationale ou pas, on est exposé, donc ça nous met en danger. Et quand on se prétend aussi de gauche, l'idée c'est on est là pour préserver aussi la sécurité de nos agents. Et si un policier te dit, si un agent, n'importe lequel, il te dit, moi je ne suis pas en confiance, au travail, l'idée ça va être de le sécuriser. Maintenant, l'armement, donc, pour moi c'est comme la bombe nucléaire. On l'a, mais on a envie qu'une chose, c'est de jamais l'utiliser. Donc en vérité, pour moi, l'armement, ça doit être ça. Par contre, il y a vraiment un passage où il y a une fermeté sur les brutalités policières. Nous, à Villiers, il faut le dire, il n'y a jamais eu de... Enfin, j'ai pas en souvenir... j'ai pas en mémoire des affaires avec les policiers municipaux. Par contre, les policiers municipaux, à mon sens, ils doivent vraiment être ancrés sur le terrain. Encore une fois, le lien, ils doivent être limite identifiés, on doit les connaître. Je veux dire, à partir du moment où tu crées ce lien, cet écosystème-là, mais la population va être de ton côté. Pareil sur la médiation. Alors souvent, tu as des villes, des maires, qui prennent les médiateurs pour soit des gros bras, c'est-à-dire, c'est que pour des gros bras, c'est-à-dire qu'ils ils prennent même pas en compte leur réflexion, leur expertise de terrain, ou tantôt aussi ils les prennent pour museler toute contestation politique des jeunes. En vérité, c'est juste c'est une milice politique pour faire taire toute critique et intimider. Tu fais référence d'ailleurs à des études qui ont été menées par le sociologue Marouane Mohamed, qui est de Villiers-sur-Marne. Qui effectivement insiste sur le fait qu'il faut un lien social, puisque de prendre des médiateurs qui font pression sans faire de lien social. Exactement, et puis il emploie le terme les entrepreneurs de la violence. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des gens qui sont craints dans la rue, on les arrose pour mettre la pression sur les autres, et en vérité, ça crée que frustration, rancune. Et le problème, et c'est juste une matière qui va tôt ou tard s'enflammer, enflammer la ville. Donc c'est très précaire en vérité. Et donc j'explique un peu en tout cas moi, comment je conçois la médiation sociale, la médiation urbaine, avec des gens qui sont crédibles et légitimes sur le terrain, mais prendre en compte leur expertise. Et aussi, il faut savoir comment les mobiliser, il faut savoir qui mobiliser à quel moment. Comme je dis, la police municipale et les médiateurs, en vérité, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Parce qu'à un moment donné, la confiance que les médiateurs ils vont réussir à gagner auprès du public, s'ils font des réunions avec la police, et on va les voir comme des indiques et ça va les fragiliser sur leur terrain. Donc en vérité, il faut savoir être très précis et savoir qui mobiliser à quel moment. Après, sur la vidéoprotection, moi je m'inscris contre la vidéoprotection, mais pourquoi? C'est parce que je suis contre pour être contre, c'est que ça coûte de l'argent, et encore une fois, et je le dis dans le livre, c'est des études qui le montrent, c'est le sociologue Laurent Mukeli, c'est la Chambre des comptes, c'est la gendarmerie. Enfin, je veux dire, c'est pas des gauchistes. Je veux dire, c'est quand même assez. C'est des institutions, on peut pas dire on peut pas les taxer d'être gauchistes, ou en tout cas, ils n'ont pas discuté avec moi. Et eux-mêmes, ils le sortent. Laurent Mukeli dit c'est entre 1 et 3% que la vidéoprotection peut être utile à l'enquête. Ça ne veut pas dire qu'elle résout l'enquête, elle peut être utile. Et la gendarmerie, elle va plus loin, elle dit 1%. Et même les gendarmes qui font les enquêtes, eux-mêmes, ils disent qu'en fait, ils ont très peu recours à la vidéoprotection. Et on nous vend la vidéoprotection comme une arme ultime contre le crime, alors qu'en vérité, ça sert dans les faits à mettre des amendes, ça sert à vraiment gérer des conflits bénins. Et tout l'argent, parce que c'est une question de choix. Il y en a qui disent, oui, il faut les deux, il n'y a pas de problème. Mais c'est Macron qui disait, il n'y a pas d'argent magique, c'est ça? Il n'y a pas d'argent magique. Tout l'argent... je te donne un chiffre concret à Villiers-sur-Marne. Le maire, il a mis 600 000 € pour des caméras. 600 000 €, des caméras qu'on fait 4 jours. Avec 600 000 €, tu peux recruter 15 policiers municipaux pendant 1 an ou 20 médiateurs. Moi, entre le choix de la machine coûteuse, inefficace et une présence humaine, je choisis une présence humaine. Il n'y a vraiment pas photo et c'est du pragmatisme. Encore une fois. À Villiers-sur-Marne, on est doté de caméras, ça n'empêche pas qu'à la gare, vraiment, j'invite tout le monde, de toute façon tout le monde le sait, il y a la gare de Villiers, c'est la gare la plus rapace du secteur. Pourtant, il y a une police municipale et il y a des caméras. Donc vraiment, l'enjeu de créer l'écosystème, et comme je dis, il y en a, en 2 coups de fil, ils peuvent te régler un problème, là où 2 camions de CRS, ils n'arriveront pas.
Donc il faut se servir aussi de cet écosystème, cette bienveillance, cet esprit village que je te disais au début, pour mieux mobiliser chaque acteur et actrice pour régler les problèmes, encore une fois, parce que l'objectif, c'est pas pour ou contre la sécurité. Le débat, c'est pas je suis pour ou contre la sécurité. Tout le monde veut la sécurité, tout le monde veut la sécurité pour tout le monde. Mais l'enjeu, c'est comment on y arrive. Et je pense, là où la droite a tort, et je pense que là où la gauche aussi a tort de marcher sur la pointe des pieds, il faut assumer cette politique-là, c'est de dire déjà dans un premier temps, c'est pas que la police qui produit la sécurité. Il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent produire de la sécurité, mais sans que ce soit leur fonction première. Le tissu associatif, il produit aussi de la sécurité. On parlait de culture, ça produit de la sécurité. On parlait d'écologie, ça produit de la sécurité, parce que quand on aménage le territoire, quand on pense à l'aménagement urbain, je vais prendre un exemple très simple sur les... comment ça s'appelle quand on enlève les bouches pour les pompiers là, même il y a de l'eau. Street pooling ou... Non, c'est quand... Voilà, le street pooling, c'est un phénomène, mais à un moment donné, si on pense mal de l'aménagement du territoire, tout le monde est ghettoisé, bétonisé, il fait super chaud, et les jeunes, initialement, ils ne veulent pas là, c'est pas mauvais en vrai, ils veulent juste de l'eau, en vrai, ils veulent de l'eau, et après, on les criminalise. C'est qu'à un moment donné, il faut repenser l'aménagement du territoire. Pareil sur les rodéos, bon, je vais pas tout faire, mais l'idée, c'est vraiment que je prends chaque infraction ou déviance, et j'essaye d'expliquer en tout cas la stratégie que moi j'aurais adoptée pour pouvoir régler les problématiques. Et j'aborde aussi la question des rivalités interquartiers. Je pense que on l'a démontré que c'est vraiment par l'approche préventive et le lien social qu'on peut arriver à des résultats qui peuvent dépasser même les objectifs initiaux. On peut passer au dernier chapitre, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les autres. Tu l'as intitulé et ça m'a interpellé liberté, égalité, solidarité. Un jeu de mots, ou en tout cas un pied de nez au terme fraternité que tu remplaces. Et tu dis la solidarité ne se résume ni à un slogan, ni à une politique sectorielle. Elle est un cap, une manière d'habiter le monde, de penser la ville comme un espace de justice, d'égalité et d'engagement collectif. Être solidaire, ce n'est pas faire la charité, c'est faire de la politique, une politique qui conjugue principe et efficacité, humanité et responsabilité. Donc tu remplaces volontairement le terme fraternité par la solidarité. Et est-ce qu'au-delà d'affirmer ce principe, il faut le réaliser concrètement par des actes, mais lesquels? Et est-ce que c'est une manière de dénoncer l'hypocrisie de la devise républicaine qui ne met pas tous ses enfants finalement sur un même piédestal? Non, c'est même pas une provocation par rapport à la devise républicaine ou l'hypocrisie de la devise républicaine. C'est justement pour hisser le mot solidarité à son niveau en vérité. Le mot solidarité qui a, à mon sens, plus de sens que fraternité. Souvent, on prend les deux premières, liberté, égalité. Et fraternité, on a tendance à le mettre de côté. Et c'est juste de dire que la solidarité, en vérité, c'est la déclinaison concrète du principe de fraternité. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... comment dire, en vérité, c'est même pas un choix de ma part, c'est un devoir, c'est la République qui l'impose. Et donc dans le chapitre, l'idée c'est à chaque fois, encore une fois, comment est fléché l'argent, par quels moyens. Donc là-dessus j'aborde l'accès au droit, on aborde le logement, j'aborde aussi la politique de la ville, ou les associations de solidarité, comment on les associe, comment on travaille avec eux, qui on soutient, qui on ne soutient pas, c'est quoi le cahier des charges, comment on doit se mobiliser. Et puis, et à mon sens, souvent on se gargarise. Ah ouais, je fais de la solidarité, je suis quelqu'un de bien en fait. En vérité, non. Si on le fait, c'est parce qu'on le peut. Et en vérité, pour moi, en vrai, quand on peut, on le doit. Et le principe de la sécurité sociale, comment on le résume, je souscris totalement ça. C'est vraiment que celui qui peut, en fait, que chacun donne selon ce qu'il peut et que chacun reçoit selon ce dont il a besoin. Vraiment, c'est comme ça que j'aimerais bien moi généraliser en fait ce principe de solidarité. C'est que voilà, chacun donne selon ses besoins, chacun donne selon ses capacités, chacun reçoit selon ses besoins. Un principe qu'on peut aussi appliquer aux impôts. Non, mais c'est pour ça que je dis, pour moi, je le généralise surtout. Et puis, solidarité, pareil, il faut être exigeant. Il faut vraiment qu'on re-questionne les dispositifs. Il faut qu'on re-questionne tout, il faut qu'on mette tout à plat et qu'on assume. C'est de l'argent public. Il faut qu'on soit ferme. Comment ça se fait que
les aides n'arrivent plus à réellement aider à faire sortir les gens de la précarité. C'est juste vraiment, c'est un pansement. Comment ça se fait que la classe moyenne, elle se trouve essorée en fait? Donc, il faut tout re-questionner parce qu'encore une fois, il y a une partie de la population qui est très bien lotie et qui ne veut pas donner sa juste part. Et je pense qu'il faut être ferme là-dessus. Et encore une fois, c'est la République, c'est nous, c'est pas eux en vrai. C'est eux qui jouent pas le jeu de la devise républicaine. Et c'est important parce que le terme solidarité, on pourrait croire que ça s'applique aux plus pauvres. Mais en réalité, tu parles de justice sociale, donc tu l'appliques à tous et à tous ceux qui doivent en avoir besoin. On va aller vers la... Si je peux me permettre, parce que pareil, c'est vrai que souvent on voit les choses comme sur un prisme social. Mais la solidarité vis-à-vis de nos aînés, il y a des aînés qui sont bien lotis socialement, mais ils ont besoin de rencontres, ils ont besoin de gens, ils ont besoin d'aide. Tu peux avoir de l'argent, mais s'il n'y a personne avec toi à tes côtés. Donc vraiment, ce principe-là, il faut le prendre dans sa globalité et que chacun, en vérité, a besoin de tous. Et là, je vais citer Roff, j'ai ma référence. Il dit on a toujours besoin de quelqu'un, personne ne s'enterre tout seul. Il a tout dit. On ne pouvait que citer Roff. Est-ce que, vers ta conclusion, tu dis que ton ouvrage, finalement, c'est une invitation à faire ville ensemble, le terme d'oublier, on l'a compris, et tu conclus en disant cet essai ne prétend pas tout résoudre. Le ville-lié, c'est une invitation à réapprendre à faire vivre ville ensemble. J'en appelle à ceux qui refusent le fatalisme, qui croient encore que la commune peut être un levier puissant de transformation, de justice sociale, d'écologie concrète, de démocratie vivante. Un mandat local est une aventure humaine, intense, traversée de rencontres, de complicité, d'énergie partagée. Il faut préserver cette part de joie, de légèreté, de chaleur. Je vais te poser une question qui va être très importante, mais juste avant ça, est-ce qu'on peut imaginer à Villiers-sur-Marne un bonheur intérieur brut? Un peu comme cette utopie qui se passe ailleurs. Ouais. Non, c'est intéressant la formule. Ouais, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Et il faut qu'on se mette d'accord sur la façon de le quantifier, de le mesurer. Et après ça se travaille avec tout le monde. Et je pense que c'est un bel horizon, un bonheur intérieur brut, pour que chacun puisse être heureux dans sa vie. C'est un peu ça ce qu'on recherche, en tout cas, quand on s'engage localement, politiquement dans sa vie. Et donc merci, tu parles d'engagement local. On ne peut pas terminer cette soirée sans te poser cette question. Ton ouvrage, il est concret. C'est un manifeste politique, avec des solutions concrètes, avec ta vision, avec ton parti pris, ton militantisme. Les échéances locales sont proches. Tu t'es présenté législatif, tu t'es présenté en 2020. On veut savoir, on veut tout savoir, on va tout chanter sinon du rock. On veut savoir si tu vas te présenter à Villiers-sur-Marne pour les prochaines élections municipales. En fait, alors comme j'ai dit, quand je me suis engagé moi en 2020, je ne savais pas ce que j'allais faire en 2026, on n'est pas encore en 2026, j'ai dit que quoi qu'il arrive, je laisserai quelque chose. Je ne pensais pas que ça allait prendre la forme d'un livre, mais quoi qu'il arrive, je laisserai quelque chose. Et en fonction on va dire, de la réaction des uns et des autres, je parle notamment des partenaires politiques, des adversaires politiques, je verrai ce que je ferai. L'idée dans ce livre, encore une fois, c'est donner une vision. J'ai envie qu'on aborde le fond. Souvent, on renvoie en fait les scrutins à des histoires d'ego. Alors qu'en vérité, tu l'as lu le livre, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais moi, comme j'ai dit, si vous n'aimez pas le livre, vous avez le droit. Mais c'est que vous n'aimez pas ma pensée, et vous avez le droit. Mais j'ai donné mon maximum. Comment? Ouais, ça sera remboursé carrément. Non, mais vraiment, je veux dire, il y a... D'ailleurs, il n'est pas cher. Vous le savez, ça. Il n'est pas cher. On a contrôlé le livre. On a contrôlé le prix. Non, vraiment, l'idée, c'est... Je trouve qu'on n'aborde pas assez le fond. Et j'espérais en tout cas que cet outil permettra d'aborder le fond, notamment à Villiers-sur-Marne, parce qu'il a une double portée. C'est vrai que l'idée, je pense que ça peut servir à des personnes qui veulent s'engager dans leur ville, mais ça permet aussi de vulgariser
de donner des pistes de réflexion à n'importe quel citoyen de Villiers qui veut connaître en tout cas mon idée pour la ville. J'ai invité tout le monde, tous les partis politiques de gauche, je les ai tous invités. Bon, certains ont commenté ça d'exercice de communication politique. C'est-à-dire, moi je trouve dommageable qu'en fait on travaille plus le fond. Je vais voir comment les uns les autres s'en saisissent. J'ai ma petite idée de ce que je vais faire encore. Et voilà, il y a des discussions, il y a des échanges. Et si je pense que personne n'est en capacité de mettre en tout cas de se diriger vers cette utopie, bah, je prendrai, mais je verrai ce que je ferai en tout cas. Mais j'ai répondu ou j'ai pas répondu? On a la réponse dans le livre. Dans le livre, ouais. Ouais, je sais pas. Voilà, en tout cas, vraiment, voilà, ma décision, elle n'est pas encore prise, mais je la prendrai voilà, incessamment sous peu. Merci, Hélène. On va faire circuler s'il y a des questions. Après, on va ouvrir le buffet. C'est comme. Est-ce qu'il y a des questions et on vous fait passer le micro sur Adèle, sur la ville, sur une question politique? N'hésitez pas, on vous fait passer le micro. Il n'y a pas de questions? La première question, c'est toujours la plus difficile. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ok. Je pense qu'on ouvre. Vas-y. Non, bon, on va ouvrir le. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le buffet. Si moi je vais être là, ceux qui veulent récupérer un livre, on va faire une petite séance de dédicace. Voilà, on va ouvrir le buffet. L'idée aussi, c'est de profiter des échanges. Voilà. Moi, je dis dans ces événements-là, le meilleur moment, c'est les moments informels où on se rencontre, on discute et on crée du lien. Merci en tout cas à tous d'être venus et je vous dis à tout de suite. Quoi. Le prix, il est à 9,90 €. Le prix du livre, il est à 9,90 €. C'est un livre, c'est un petit prix. C'est un petit prix. Ouais, après. Je sais même pas, j'ai un truc carte bleue moi. Ça va, ça a été? Mais pourquoi t'as pas dit mon prénom? Je voulais pas taper. Ça va, ça a été? C'était propre? Je n'entendais pas du fond. Ok. Ah ouais. Je préfère te donner. J'ai pas vu, je sais pas. C'est à qui que je paye les après Adèle.
Je t'ai fermé là. Je suis fait dimanche. Ça va. Ah, ça va, ça fait mieux. Attends, j'ai fait ça. J'ai des bêtises, j'ai failli parler de Montpellier. Reste sérieux. Ouais, j'ai bien aussi. Avec ça. Ah ouais. Je vais faire des photos quand tu dis. Il y a mon c'est cool, j'ai pas vu ça y est. Excusez-moi, monsieur, je vais me permettre de l'offrir, c'est le futur maire des villes de Saint-Georges. On sait jamais sur un malentendu. Depuis tout à l'heure. Mais c'est pas un cadeau, c'est un investissement. Ça, c'est les bons amis. Moi aussi, j'en veux un. J'ai fait une blague, je vais pas la faire, c'est filmé. J'ai fait une blague, je vais pas la faire. Non, c'est pas le but, vas-y. Ça va, là.
achètent des livres, des dédicaces maintenant, les gars. Ah oui, c'est vrai. Ils sont pas le circa. Oh là là. On va voir, je sais pas, c'est quoi. Ah, ça marche. Moi, ça a marché. Ok, ouais, on peut essayer si tu veux.
C'est ça qu'on entend. Là, pour tout l'hiver, il fait. Pas de roman. Pas de texte. Je sais pas, c'est une Non, non, non. Silly. comme si je l'avais trouvé avec H. C'est grave. Ah, mais qui est pas trop bon, s'il te plaît, t'as vu?
C'est la maternelle, là on est sur de la maternelle. Non, parfois il arrive en CE1 lycée. Non mais écoute, c'est les gens quand ils sont arrivés à Villiers, à côté de chez moi. Là, tu m'as dit de venir, je vais te venir, il y a du temps. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, comme ça. Attends, tu peux même, je vais avoir une photo. Vous savez, les vrais livres là, avec le c'est ta signature? Ouais, je ouais, le soir, D'accord. Je disais, on a passé une très très belle soirée. Il y avait une très bonne ambiance, une très bonne énergie. Franchement, merci Adèle. Merci pour ça. Ça va être un outil pour les élus et pour les candidats, les futurs élus à venir. Et franchement, continue. Bonne continuation. Vraiment, on est très très fiers de toi. Et 2026, futur maire de Villiers-sur-Marne, on y croit très très fort. Jamal et Mézi étaient là. Ils étaient là, les deux. Parce que mon frère, ça c'est qui ça? Attends, et les critères des médecins. Franchement, c'est fort. Ça a longtemps. Pas cette bonne famille. Sur les terrains de foot, c'est plus les gens qui votent. Là, j'appelle ça déjà. Elle a envie de vidéo, la vidéo, elle est avec le moyen du bord. Est-ce que tu veux faire quoi plus? Téléphone. Tu veux pas faire plus? Téléphone. C'est ça, non? C'est ça, non? Les mamans connaissent? Avec le chargeur aussi. Les deux. C'est beaucoup. Les gens sont un peu de. Il n'y a plus. Ici, il y a. Moi, je vais t'en prendre deux. Il y en a un pour maman. Et ils sont tous les côtés de la suite. Des gens pour la famille, pour alors ça c'est pour moi pas mal. C'est ça que vous êtes là aussi avec Adèle et tout. Oh, vas-y, je t'appelle. Regarde, Adèle, t'as vu, regarde. Moi, on est en train de tabasser. Ma belle-mère, je sais pas quoi. Il y a ma belle-mère. Bonjour, madame ma belle-mère. Est-ce que tu veux dire qu'il arrête? C'est pas normal que vous passiez à ce heure-là. Vous auriez dû être la première. La première, hein, on va belle-mère. Normalement, vous auriez dû être la première. Même s'il y a du monde, c'est vous d'abord. C'est elle qui a dit j'attends. Non, mais même si elle veut attendre, tu as raison. Même si elle veut attendre, elle est têtue. Lui, il dit, elle attend pas. Mon frère Kamel, t'as fait une photo? Non, je fais pas de photo.
Maman,
déjà